cette question sur le 19e siècle, il faut, lire, Jean-Jacques Ivorel, Les poisons de l'esprit, hein, qui, traite vraiment de cette question de la naissance de la question des drogues, telle qu'on la connaît actuellement. Donc le terme de drogue, il est très large avant le 19e siècle. Ça désigne en fait, toutes les substances qui sont susceptibles d'avoir un effet sur la santé, le corps, le psychisme. Si on pense par exemple à, l'Histoire générale des drogues, des plantes et des animaux de Pierre Pomé qui date de la fin du XVIIe siècle. En fait, il traite de toutes les herbes, les plantes susceptibles d'être converties en crème, en onguent, en décoction. Heu, donc on n'a pas encore l'idée de c'est pas encore circonscrit à la question des produits psychotropes. Et c'est au 19e siècle que le terme va peu à peu recouvrir son acception actuelle avec la naissance du phénomène de la toxicomanie, c'est-à-dire de la pathologisation de l'addiction et qui est créé sur le modèle de l'alcoolisme. Donc on va en fait avoir une identification d'un certain nombre de substances susceptibles de mener à la toxicomanie, qu'on peut dénommer sous le terme de drogue. Donc au départ, c'est l'opium, la morphine, la cocaïne, le hashish. Le terme de stupéfiant est né aussi au début, dans la première moitié du 19e siècle, dans ce contexte-là. Et en fait, il va être utilisé un peu indifféremment au départ avec d'autres termes, donc le terme de drogue qu'on vient d'évoquer, mais aussi le terme de narcotique. Donc ça va, comment dire? Ça va, rassembler toutes les substances modificatrices de conscience, qui sont susceptibles d'entraîner l'addiction. Et en fait, le terme de stupéfiant, il va recevoir une acception, une définition plus précise, dans le cadre de la fabrique de la loi du 12 juillet 1916. Et il va justement servir à distinguer les substances qui sont concernées par l'interdit de la consommation en société. Donc c'est à partir de ce moment-là que le terme de stupéfiant, heu, va se restreindre aux substances psychotropes illicites. Depuis le 19e siècle, on a en fait, suivant les substances, suivant les contextes, des phases d'accumulation, puis des phases d'oubli, heu, avec le comment dire? L'éclatement de la guerre, on a aussi, une espèce de dramatisation de la question. Et donc oui, ils appuient sur, une littérature principalement médicale, une littérature policière aussi, heu et puis un certain nombre d'articles de presse aussi. On a, dans les années 1907-1910-1915, la multiplication des articles de presse qui, font état de consommation de substances, psychotropes. Alors elles ne sont pas encore interdites, de faits divers heu, qui vont, comment dire, impliquer des morphinés, donc c'est-à-dire des femmes consommatrices de morphine ou alors, des opiomanes et cetera et cetera. Donc on a aussi une espèce de bulle médiatique autour de la drogue qui va, servir de contexte en tout cas qui va, expliquer, heu, le contexte du passage de cette loi. Alors ça dépend de ce qu'on appelle intellectuel. Si on pense à l'intellectuel, la figure de l'intellectuel type, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et cetera, elles ont en fait une place relativement mineure. Je pense, par exemple, on a, comme signataire de l'appel du 18 juin 1976, donc c'est-à-dire le premier appel par voie de presse à la légalisation, enfin à la dépénalisation plus exactement, du cannabis. On a, Gilles Deleuze et Philippe Solers par exemple comme signataires, mais en fait, donc eux, c'est probablement justement dans une veine foucaldienne, c'est-à-dire, l'idée de lutter contre le biopouvoir, c'est-à-dire, l'emprise exercée par l'État sur les corps et les comportements. Donc, ils vont être signataires de cet appel-là, probablement pour cette raison-là. Mais en fait, c'est moins des intellectuels que des, scientifiques, donc autre figure possible de l'intellectuel. On a un certain nombre de médecins, alors on peut penser à l'époque à Bernard Kouchner, donc qui est aussi un politique, mais bon, qui se fait connaître comme médecin. Heu, on a des artistes comme, Bertrand Tavernier, Isabelle Huppert, des sociologues, comme Anne Coppel ou des journalistes, un certain nombre de politiques. Donc c'est moins des intellectuels que, voilà, ces différentes, figures-là qui vont, être à la pointe du mouvement pour la légalisation ou la dépénalisation. Dans les années qui ont suivi, alors pas tout de suite, mais on a 1976 qui est quand même une des premières
actions d'envergure qui est donc ce fameux appel du 18 juin 1976, qui est publié dans Libération, où une centaine donc, d'artistes, de quelques intellectuels, des médecins, des avocats, des figures du monde de la nuit, etc., interpellent le pouvoir pour lui demander de la dépénalisation du cannabis. Cette tradition-là va être reprise jusqu'à aujourd'hui, donc avec une inflation vraiment à partir du début des années 2000 du nombre d'appels publiés par voie de presse, et notamment depuis 5 ans. Donc, depuis 5 ans, on a 2 ou 3 appels par an publiés dans la presse. Voilà, donc ça, c'est une forme d'action. C'est une des principales formes d'action qui existent au sujet de la dépénalisation ou de la légalisation. Et puis la deuxième forme d'action, elle est plutôt militante, avec la création d'associations de défense des consommateurs, donc la plus connue étant le CIRC, le collectif d'information et de recherche cannabique, en 1993. Eux, ils vont notamment développer des actions qui tiennent du happening. Donc, par exemple, en 1997, l'opération 577 pétards, où ils envoient 577 joints, un joint à chaque député de l'Assemblée. Ou alors chaque année, la célébration du 18 juin, le 18 juin, où ils se réunissent souvent dans des parcs, souvent ça s'est fait à la Villette, et où ils consomment du cannabis au vu et au su de la police, mais disons en nombre pour éviter d'être arrêtés, et aussi pour réactiver cet appel du 18 juin, et donc comment dire, maintenir à l'agenda cette question de la dépénalisation ou de la légalisation.